Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 23 mai et nous sommes sur le toit du monde en quelque sorte, à la direction de course pour la 76e édition du Grand Prix de Monaco. Un journal qui sera largement consacré à cette compétition. En voici tout de suite le sommet. Nous avons rencontré le monégasque Charles Leclerc qui sera en compétition ici même cette fin de semaine. Nous reviendrons sur les retombées économiques de cette manifestation. Du football, mais toujours en lien avec le Grand Prix, puisque certains pilotes ont participé au match caritatif de la Star Team for Children. Nous irons aussi en Égypte, et là ça n'a plus rien à voir avec la F1, mais plutôt à l'occasion de la prochaine exposition estivale du Grimaldi Forum, avec pour thème l'or des pharaons. Et enfin notre invité de la semaine, aujourd'hui le président de l'Automobile Club, Michel Bohéry. C'est le local de l'étape, le monégasque Charles Leclerc va participer au volant d'une F1 à son premier Grand Prix de Monaco dans le baquet d'une Sauber. Un rêve qui devient pour le jeune pilote réalité. Reportage de Dominique Poulain. Charles Leclerc sera le troisième monégasque à piloter une Formule 1 dans les rues de la Principauté, après Louis Chiron et Olivier Beretta. Et forcément, le jeune pilote est pressé de disputer ce Grand Prix devant ses amis et sa famille. J'ai sacrifié toute ma vie pour arriver en Formule 1 un jour, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir, à mon avis, le plus beau Grand Prix au monde à la maison. Donc c'est vrai que de pouvoir aujourd'hui rouler ici en Formule 1 à Monaco, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. L'an dernier, en Formule 2, il s'était placé en pole position avant de devoir abandonner sur problème mécanique. Mais cette année, le Grand Prix de Monaco, son premier en F1, aura une saveur particulière. Le circuit est spécial, il y a un peu de tout, c'est très technique. Après il y a un côté aussi mythique, il y a une histoire sur ce circuit. Tous les Grands Prix ont été assez... ils ont été incroyables avec Senna. Et l'ambiance aussi du circuit et du week-end en général est une ambiance qu'on ne retrouve pas autre part pendant l'année. Il connaît le circuit par cœur, mais pas question pour autant de se mettre une pression supplémentaire. Je connais la ville mieux que personne en F1, je pense. Par contre, le circuit, je ne le connais pas plus que ça parce que j'ai seulement fait le Grand Prix une fois avant cette année. L'année dernière, c'était ma première fois. Et conduire à 300 km/h dans une ville, c'est quand même pas mal différent que de marcher sur ce circuit-là tous les jours. Donc voilà, ça reste un circuit relativement nouveau pour moi. Mais bon, c'est sûr que je connais où aller pour bien manger le soir. Je ressens pas tant que ça la pression, je me concentre vraiment sur ce que j'ai à faire dans la voiture. Je ferai le meilleur de moi-même, que ce soit à la maison ou autre part. J'essaye d'avoir la même mentalité que sur les 5 premiers Grands Prix que j'ai eu cette année en Formule 1. Et voilà, on verra le résultat final. Du haut de ses 20 ans et pour sa première saison dans la catégorie reine du sport automobile, Charles Leclerc gravit les échelons à toute vitesse. Au volant de sa Sauber, il a déjà inscrit 9 points au championnat du monde après 5 Grands Prix. Mon objectif a toujours été de tirer le meilleur de la voiture et c'était mon objectif pour cette année. Donc pour l'instant, je suis content de mes performances. Maintenant, par contre, comme je disais tout à l'heure, il faut continuer comme ça. Si Charles Leclerc est impatient d'entrer dans la compétition et s'il se dit confiant, il ne veut toutefois pas se fixer d'objectifs. Vous pourrez suivre les résultats de Charles Leclerc et puis bien sûr des autres pilotes sur Monaco Info puisque nous retransmettrons l'intégralité en direct, que ce soit les essais ou la course de dimanche. On le sait, le Grand Prix de Monaco attire un grand nombre de visiteurs. Quelles en sont les retombées économiques pour le pays? Sandrine Nègre va tenter d'y répondre. C'est du travail pour toute l'économie locale. Ça apporte un plus sur notre travail au quotidien. Et oui, pendant 4 jours, Monaco devient la capitale de la Formule 1. Les stands, commerces et restaurants proposent des produits qui s'arrachent. Une multitude d'articles, de la casquette au t-shirt en passant par les voitures au format miniature. Les amateurs de Grand Prix arrivent de tous les côtés et par tous les moyens. Voitures bien sûr, mais aussi bus, trains et même bateaux ou plutôt yachts. Le Grand Prix de Monaco est véritablement le Grand Prix de Monaco. C'est le Grand Prix de la Principauté. L'ensemble des secteurs sont tirés, l'ensemble des secteurs est tiré économique, que ce soit au premier lieu l'hôtellerie évidemment, mais toutes les activités annexes, les commerces de détail et tous les autres services de la Principauté. On estime environ à peu près entre 50 et 60 000 personnes présentes à l'occasion du Grand Prix par jour, ce qui nous fait à peu près 220 000 personnes sur l'événement.
Un éventail de secteurs très large et les paiements effectués dans ces domaines différents contribuent ainsi à l'économie de la principauté, comme le révèle donc ce rapport publié par l'IMSEE concernant le Grand Prix 2017. On estime à 90 millions d'euros les retombées générées par cet événement en principauté. C'est 90 millions générés sur 4 jours uniquement en principauté. Et dont 22 millions de retombées directes, c'est-à-dire les dépenses générées pour l'organisation, et 68 millions des dépenses générées par l'ensemble des visiteurs qui viennent à l'occasion du Grand Prix. Une des caractéristiques importantes du Grand Prix de Monaco, c'est que pour avoir une vue sur le circuit, on n'est pas obligé d'être dans les tribunes. Il y a tous les balcons, les terrasses, les bateaux, c'est vraiment l'ensemble une nouvelle fois de la principauté qui vit le Grand Prix. Et les retombées de l'événement rejaillissent aussi plus largement chez nos voisins dans les Alpes-Maritimes. À noter que les visiteurs qui viennent pour vivre le Grand Prix participent aussi à une multitude d'événements organisés en marge des courses. 40% de personnes n'ont aucun accès visuel aux courses, mais ne manqueraient l'ambiance pour rien au monde. Prenons la direction du stade de Garavant à Menton où se déroulait mardi soir le traditionnel match de la Star Team Monte Carlo avec comme d'habitude 2 équipes qui s'affrontent. D'un côté des personnalités du monde du sport et puis de l'autre les pilotes. Le résumé de Frédéric Hélion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir l'équipe emmenée par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, la Star Team Cappuccino, opposée ce soir à la Nationale Pilote. C'est une tradition, mais surtout un rendez-vous incontournable chaque année, quelques jours avant le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Organisé traditionnellement sur la pelouse du Stade Louis II, le match de football des stars mondiales s'est déroulé cette fois-ci à Menton, mardi soir au Stade Lucien Rhin. Rénovation du Louis II oblige. Cette 26e édition opposait l'AS Star Team for the Children à la Nazionale Piloti. D'un côté, le prince Albert II, des anciens pros comme William Gallas, Yann Kohler ou Marco Simone. De l'autre, des pilotes, anciens ou actuels, Felipe Massa, Mika Hakkinen, Charles Leclerc ou encore Pierre Gasly. Un match pour la bonne cause puisque l'ensemble des bénéfices récoltés sont reversés à une association venant aux aides aux enfants en difficulté. Un match aussi où l'on a vu de très belles choses comme à la 16e minute, centre de Carlos Sainz Jr. pour Maro Engel, un magnifique ciseau du pilote Venturi qui trompe Flavio Roma. J'ai vu arriver le ballon, tête, pied, allez on met le pied, on le tente et je l'ai prise parfaitement. C'est des vieilles mémoires de footballeur quand j'ai joué il y a 15 ans. J'ai joué à Monaco en club en jeunesse et après au bout d'un moment heureusement j'ai choisi la bonne voie avec les courses mais ça fait toujours plaisir de toucher un ballon. Et l'équipe des pilotes mène en 0 à la mi-temps. En deuxième période, coaching gagnant de Claudio Ranieri. L'AS Star Team l'emporte 2-1 grâce à Marco Simone, entré à la pause, et William Gallas. Mais le score reste anecdotique, l'essentiel n'était pas là, mais bien d'être présent pour la bonne cause et de se faire plaisir. Charles, on connaît ton immense talent au volant d'une monoplace, ça donne quoi sur un terrain de foot ? Ah, c'est pas la même, hein. C'est beaucoup plus difficile, mais bon, en tout cas c'est pour la bonne cause, on joue ici pour une association et en plus de ça on s'amuse, donc que du positif. C'est toujours un match fantastique, un match où il y a une bonne ambiance pour une bonne cause. En plus cette année, en fait, les 60 ans de Prince Albert, donc c'est vraiment magnifique et merci au public aussi d'être là parce que ça fait du plaisir. La condition physique elle est là parce que quand on conduit des Formule 1 où on prend 5G et demi, 6G dans les virages comme on le prend avec ces nouvelles voitures, il faut être préparé. On est préparé différemment qu'un joueur de foot parce que les jambes c'est pas du tout notre point fort. Mais bon, il y a quand même le côté cardiaque qui reste très bon. Donc voilà, on arrive à s'en sortir. Écoutez, on est très contents, je crois. J'espère que tu es content aussi d'être là. Non, mais le plus important, c'est que nous, on était sur le côté droite, mais il n'y a rien qui est passé. Voilà. Attends, mais c'était comme un bloc. Donc là, ils sont partis sur l'autre côté parce que sinon, ça allait pas se faire. On m'a fait remarquer que quand je suis sorti... On a pris le but. On a pris un but. C'est vrai. C'était ça. Non, mais notre performance, c'est tombé comme ça. Il faut rentrer du coup. Donc, s'il vous plaît, il faut que vous rentrez à nouveau. Bon, je vais essayer. Mais toi, tu dois jouer avec les pilotes. Je comprends. J'ai un peu trahi votre équipe ce soir, mais bon. Non, mais parce que pas de problème. j'ai voulu jouer aussi avec mes collègues, donc voilà. non, c'était top.
Bon, merci beaucoup à tous sur Monaco Info Merci. et à profiter de la course ce week-end. Voilà, À plus. merci. Chaque année, le Grimaldi Forum organise tout au long de l'été sa grande exposition thématique. Après les reines d'Égypte en 2008, les trésors de ce pays seront de nouveau mis à l'honneur avec l'exposition cet été. L'or des pharaons. Alexandra Pani s'est rendue la semaine dernière au Caire pour découvrir les pièces qui y seront exposées. Vous voyez ce reportage sur place. Aucune autre civilisation n'a su captiver autant les spécialistes et le grand public. L'Égypte, cette terre qui regorge encore aujourd'hui de tant de mystères, sera au centre de la grande exposition estivale du Grimaldi Forum. Une mise en lumière des trésors issus des tombes royales et princières de l'ancienne Égypte qui offrira près de 2500 ans d'histoire de l'orfèvrerie antique. 150 chefs-d'œuvre du musée du Caire feront le déplacement pour l'occasion. Cette exposition itinérante est très importante pour le musée égyptien, mais aussi pour l'Égypte. Cette exposition est en quelque sorte une vitrine qui nous permet d'attirer ici au Caire de nouveaux visiteurs. C'est important de découvrir les objets dans leur lieu d'origine, sur les sites archéologiques d'où ils viennent et au musée. Nous avons extrait pour cette exposition seulement 150 objets de toutes nos collections. C'est une très grande opportunité pour nous. Dotée de nombreux gisements d'or sur son territoire, l'Égypte est l'une des plus anciennes civilisations à avoir mis au point une technique il y a 5000 ans pour l'extraire et l'isoler. Réservée à une élite, l'orfèvrerie et les bijoux étaient aussi bien portés par les hommes que par les femmes. La richesse de ces matériaux utilisés a très tôt suscité les convoitises, ce qui entraîna dès la haute antiquité le pillage des tombes. Et parmi les grandes thématiques abordées, le Grimaldi Forum s'intéressera ici pour la première fois à l'importance de ces pillages. Nous commençons donc par l'or lui-même. Et ce sera nouveau pour une exposition. Nous allons parler du processus qui conduit à la fabrication de ces pièces magnifiques d'orfèvrerie. Alors à partir donc de ce cheminement, nous allons également analyser la technique des bijoutiers, les ateliers, les outils. Certaines pièces égyptiennes sortiront pour la première fois du pays. Elles seront exposées aux côtés d'autres pièces phares venues de différentes institutions d'Europe, telles que le Louvre ou encore les musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles. Rendez-vous donc à partir du 7 juillet au Grimaldi Forum pour découvrir tous ces trésors. Et notre invité de la semaine, aujourd'hui, Grand Prix oblige, le président de l'Automobile Club. Bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Je vous remercie de m'interviewer, non pas personnellement, mais pour l'Automobile Club. Ça fait plaisir à tous les gens qui travaillent. Première question, Michel Boéry. Après tant d'années passées à la tête de l'Automobile Club, comment vous abordez ce Grand Prix? Est-ce qu'il y a toujours autant d'excitation? Alors, deux solutions. Où je n'ai pas de mémoire et chaque fois c'est nouveau, ou j'ai de la mémoire et chaque fois je me souviens de ce qui n'allait pas. Donc, je ne l'aborde pas avec excitation, mais je l'aborde avec intérêt, parce que je crois que l'expérience est une grande chose et que rien n'est parfait, que chaque année on peut trouver quelque chose à faire. Alors ça me maintient à peu près en forme, parce que si on devait refaire éternellement la même chose, autant, je ne sais pas, aller à la pêche peut-être. Surtout que chaque année est différente. Quels sont vos premiers souvenirs de Grand Prix ici à Monaco? Le premier souvenir de Grand Prix, il n'est pas très gai, c'était en 1967. J'étais commissaire à la chicane et Bandini a raté la chicane, s'est écrasé, a pris feu. Je me souviens d'un immense commissaire qui s'appelait David et Prochaska, qui ont lancé un grappin pour essayer de retourner à la voiture, parce qu'à l'époque ça marchait comme ça. Deux pompiers qui se sont précipités sur Bandini pour essayer de l'éteindre avec des extincteurs de 9 kg. Vite passé, ils sont allés chercher un autre extincteur. La presse en a conclu que les pompiers avaient fui devant le feu. Et puis malheureusement, on connaît la suite, il est mort dans de trop souffrances. Et je me souviens c'est pas très gai ce que je raconte, mais je me souviens d'un hélicoptère qui à l'époque suivait les voitures, qui est venu bien entendu filmer la scène, et il y a eu une réinflammation et de la voiture et de Bandini. Et à l'époque, c'était le commandant des pompiers, et non pas un colonel,
C'était le commandant Bagalia qui l'a éteint avec sa veste en cuir telle qu'on les portait, vous savez, dans les années 70-72. Donc ça, ce sont les premiers souvenirs en tant que commissaire justement de Grand Prix. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas très gai. Non, c'est pas gai. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Mes meilleurs souvenirs, c'est l'âge d'or, par exemple. Quel est l'âge d'or pour vous du Grand Prix ici? Moi, je trouve que chaque année, ça reste à peu près constant. Bon, moi, je vieillis, mais les événements restent jeunes. Et je pense qu'il y a largement de quoi passer un très, très, très beau long week-end à Monaco. D'ailleurs, les gens le comprennent. Regardez, nous sommes à peine mercredi, il y a déjà 20 ou 25 yachts dans la rade, on finira à 60, 70. Et puis partout c'est plein, ça rigole, il y a beaucoup d'étrangers. Moi je trouve que c'est une très belle fête pour l'image de Monaco, c'est une image dynamique. Donc chaque Grand Prix est pour moi une joie nouvelle. Mais il n'y a pas eu comme ça une période qui vous a plus marqué qu'une autre? Oui, c'est les périodes où chaque fois je renouvelais les contrats avec Eccleston et qu'on négociait 3 nuits durant. Ah ça, je m'en souviens parfaitement. Là, ça m'a marqué. Alors c'était tous les 5 ans, comme je dois être... J'ai dû avoir 4 ou 5 contrats de ce genre ici. Ça, les dates, je ne m'en souviens plus, mais je peux vous dire que je m'en souviens encore. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette compétition sportive au point d'avoir voulu y consacrer votre vie? Chacun doit rendre ce qu'il reçoit. Et comme apparemment j'ai formé une équipe, parce que personne ne fait rien tout seul, j'ai formé une équipe qui marchait, on est très unis et c'est notre façon de dire merci à ce pays où on a la chance de ne pas payer d'impôts, où on a quand même une dynastie qui est connue, un gouvernement efficace. Donc je trouve que c'est tout à fait normal que chacun fasse le pas nécessaire. Et moi j'ai fait les pas nécessaires. Le monde de la F1 a changé. Je ne voudrais pas forcément parler des véhicules, évidemment, ils vont plus vite maintenant qu'il y a 40, 50 ans. Mais vous avez vu, bien sûr, j'imagine, l'évolution de l'univers qui tourne autour des véhicules. Quelle a été cette évolution? Ah bah écoutez... ça s'est professionnalisé? Non mais souvenez-vous du temps où Graham Hill et d'autres pilotes descendaient le beau rivage après avoir pris une coupe à l'hôtel de Paris une demi-heure avant le départ en chantant la pomponnette. Oui. Aujourd'hui, ils sont très professionnels. Mais on ne peut pas dire que ça soit la joie de vivre. Hein. Enfin, je le ressens comme tel, bien sûr. C'est plus fermé? C'est plus professionnel, c'est plus physique, c'est plus technique. Ce sont des gens qui sont certainement intellectuellement plus formés. Il y a moins de joie de vivre. Ils ont quand même des contrats importants. Ils ont des chefs d'écurie qui les dirigent. Non, c'est plus du tout la même chose, mais c'est normal que ça évolue. Sinon, je pense que la discipline aurait disparu. Bien sûr. Je voudrais que les téléspectateurs prennent conscience du côté gigantesque de cette machinerie, de toute la mise en place. On prépare le Grand Prix, que ce soit les tribunes, l'asphalte, des semaines, des mois avant. Il y a énormément de personnes qui travaillent. Je voudrais que vous me parliez justement de cette machinerie gigantesque. Alors la machinerie, elle est gigantesque dans le sens où d'abord, sur le plan de l'emploi, il y a près de 3000 personnes. Je ne parle pas des entreprises. Pour les entreprises, c'est un travail colossal. Les entreprises monégasques qui installent les rails, qui installent les grillages, c'est 3000 km 300 à couvrir. C'est quand même énorme. Des sociétés comme Entrepose, qui de tous les coins de la France viennent nous fournir les 20 000 places de tribune. Et tout est à l'avenant. Tout est gigantesque. Mais alors là, il y a un gros problème, c'est qu'on a 22 jours pour monter, je crois 18 ou 15 pour démonter. Alors c'est ça l'ingénierie. C'est là où on s'aperçoit qu'une organisation érodée, c'est là où, quand on a la chance d'avoir des spécialistes dans chaque discipline, je dois dire que je n'ai pas grand mérite. Ça marche tout seul. Peut-être le seul que j'ai, c'est de savoir les fédérer et toujours les amener un peu plus loin. Mais je souhaiterais à tous ceux qui entreprennent des choses quand même aussi difficiles et aussi grandes, d'avoir les collaborateurs que moi j'ai su trouver en 40 ans de présidence ou un peu plus. On parle du local de l'étape, Charles Leclerc. Ça doit vous faire plaisir de Charles, le voir là. Évidemment, Charles Leclerc, c'est le suspense, si je puis dire, de ce Grand Prix. Tout le monde, bien entendu, souhaite qu'il arrive premier. Mais il a quand même des adversaires sérieux parmi les jeunes. Mais ces mêmes jeunes, je pense, vont rentrer en compétition avec les plus anciens, ne serait-ce que pour faire voir que les vieux cons doivent rester à la maison, parce que ce sont évidemment l'élite et le futur. Chaque génération reproduit les mêmes effets. Hein. Et de voir comme ça un Monégasque au départ du Grand Prix, ça vous fait quelque chose? Bien sûr que ça me fait quelque chose. Ça me rappelle surtout Chiron. Oui. Mais parce que j'ai connu Chiron, j'ai tout connu en fait. Je commence à me faire peur moi-même. Et Leclerc, Leclerc, moi je ne suis pas spécialiste de la conduite, je ne sais pas vraiment juger, je vois les résultats. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est un pilote qui a plein de talent, qui est plein de ressources, qui a des dons. Eh bien, on verra dimanche. Et puis même si dimanche, il n'était pas premier,
eh bien, il aura couru à Monaco, les couleurs monégasques, ça fait toujours plaisir à tout le monde. On parle des grid girls parce que c'est un sujet sensible. Non, c'est pas un sujet sensible. Vous savez que la Formule 1 a changé de propriétaire. Absolument. C'est un groupe américain qui s'appelle Liberty. Ouais. Et un producteur ayant eu la mauvaise idée de sauter sur quelques jeunes filles dans des chambres d'hôtel. Oh, ah oui, d'accord. Ouais, c'est parti de là. La société Liberty a pensé que la présentation de jeunes femmes que l'on utilisait à des fins publicitaires était quelque chose de hautement répréhensible. Je leur ai répondu dans la langue de Shakespeare, un gros merde. Et on a engagé 30 filles. Et là, je veux insister parce que ces filles viennent d'écoles de mannequinat, d'écoles de formation à la vie artistique ou d'autres dans le monde de la presse. Et ces filles-là sont payées, dans le sens où pour elles c'est important, tout le monde ne roule pas sur l'or. Et en plus, le Grand Prix de Monaco a cet intérêt qu'ils valident les stages. C'est un stage qui compte dans leur cursus en validation. Alors 30 filles, et comme je ne suis pas sectaire, on a engagé 30 garçons. Bon, j'espère qu'ils ne feront pas des petits. mais voilà, donc il y aura toujours les 30 filles. Alors la différence n'est plus des grid girls. Il faut quand même être pudique dans la vie. Ce sont des fan messengers. C'est-à-dire qu'elles apportent les messages aux pilotes, non plus avec un grand panneau, mais avec des petits panneaux. Vous voyez la différence, bien sûr. Ouais. Et si vous préférez en français, hôtesse d'accueil, mais dans le bon sens du terme, bien entendu. Donc une trentaine de fans messenger avec des plus petits panneaux qui, alors dans les rigolades et les nouveautés, la FIA a pensé qu'il fallait faire une présentation des futurs espoirs ou de ceux qui pourraient donner l'idée à d'autres de devenir des espoirs de l'automobile. Alors il y aura 18 gosses, je crois, intercalés entre chacun des pilotes, qui se rassembleront sur la ligne de départ. Et puis devant, bien entendu, le prince et la princesse et les quelques autorités du sport automobile. Et enfin, grande innovation, et ça, je tiens à remercier le prince qui nous l'a permis, c'est d'avoir la fanfare des carabiniers qui rentrera sur le circuit par Sainte-Dévote jusqu'à cette grille de départ, qui exécutera l'hymne monégasque et il repartira par le même chemin. Tout ça pour avoir des images pour la télé, vous le comprenez très bien, et parce que ça fait partie quand même de l'image de Monaco. Et ça, c'est une démission, je pense que l'Automobile Club assume. Dernière question, ça va être une saison avec... c'est une saison déjà avec beaucoup de suspense, donc un Grand Prix où tout peut se jouer. Vous allez bien sûr regarder ça avec attention. C'est une saison qui vous intéresse particulièrement par rapport aux autres ou pas? Écoutez, je ne vous ai pas caché que moi c'est l'organisation qui m'intéresse. Alors moi, mon problème, c'est qu'au BC d'Apollon Damier, tout se soit bien passé, que les spectateurs aient pris du plaisir, qu'aucun accident ne se soit produit. Vous comprenez pourquoi? Et à ce moment-là, ça sera un Grand Prix formidablement réussi et j'irai me coucher avec une satisfaction non dissimulée. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Michel Boëri, merci infiniment. On va se quitter avec quelque chose qui va vous intéresser évidemment particulièrement, la météo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. On se quitte, on se retrouve prochainement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, que ce soit dans les tribunes, que ce soit devant votre télévision sur Monaco Info, puisque le Grand Prix sera retransmis en direct et en intégralité sur votre chaîne. À très bientôt. Au revoir. Le temps restera globalement couvert jeudi avec parfois quelques éclaircies, mais la journée sera très agréable côté température, avec en moyenne 16 degrés le matin et 22 au meilleur moment de la journée. Vendredi sera une journée très ensoleillée, il soufflera une légère brise. Retour d'une certaine forme d'instabilité, samedi, il y aura quelques passages nuageux qui pourront donner des nuages et averses dans l'après-midi. Dimanche, la journée devrait être bien ensoleillée avec le passage seulement de quelques rares nuages. De bon augure pour le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Les températures oscilleront entre 19 degrés le matin et 24 dans l'après-midi. Les jours suivants, des gouttes de pluie seront de nouveau possibles.